Bien, écoutez, j'ai le plaisir d'accueillir, mais j'y reviendrai, notre conférencier Daniel Béard. Je vais y revenir d'ici quelques secondes. Et puis tout d'abord, plaisir d'accueillir, sans cesse renouvelé, on espère que ça va être officiellement renouvelé, notre président du groupement d'intérêt public IADT, qui vous a été un peu présenté ce matin. Ce partenariat original et quasiment unique en France qui associe des établissements d'enseignement supérieur et des collectivités. Et depuis l'origine, d'ailleurs, je crois que c'est affiché là, la région a toujours présidé cet institut. D'abord, l'ancien président de région Auvergne, René Souchon, et puis depuis le changement d'exécutif et la fusion d'ailleurs, nous avons la chance donc d'avoir un représentant de la région Auvergne-Rhône-Alpes, un local, avec donc la personne de Jean-Pierre Brenas, qui donc est notre président depuis 2017. Voilà. Donc, je vais lui laisser la parole pour qu'il vous dise quelques mots de bienvenue. Et voilà, je te passe. Merci Laurent. Bien, écoutez, je voulais vous dire que j'étais très heureux de vous rencontrer. D'abord, on n'a pas l'occasion de se voir beaucoup. Effectivement, je suis le président du GIP, Institut d'Auvergne-Rhône-Alpes des territoires, puisque notre institut, qui est né en 2013 sur une idée originale de René Souchon, le président du conseil régional, avec cette idée de regrouper à la fois l'enseignement supérieur qui était versé sur l'aménagement du territoire et des collectivités. Alors ainsi se sont rassemblés l'Université d'Auvergne, VetaGrossup, et puis des collectivités comme le Conseil régional Auvergne, le département de l'Allier et le département du Puy-de-Dôme. C'était en 2013. L'Institut marche bien. Nous avons toujours cette idée d'aider, de développer, faire de la recherche, de rassembler un certain nombre de synergies, à la fois de géographes, d'urbanistes, d'architectes, sociologues, économistes. Et c'est toute cette synergie qui fait que demain, nous souhaitons, nous l'espérons, vous serez des cadres de l'aménagement et de la gestion des territoires. Donc, je vous souhaite une excellente rentrée 2021-2022. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à étudier. Ces formations sont passionnantes. L'équipe pédagogique est de très grande qualité. Et pour ma part, écoutez, je suis très heureux de vous accompagner encore pour cette année. Merci et excellent travail. Merci Jean-Pierre. Voilà, c'est vrai qu'au-delà des institutions, tu as justement pas évoqué, mais c'est en cours, on va intégrer aussi la métropole. On va reparler de métropole, j'imagine. On va intégrer dans notre groupement la métropole Clermont-Auvergne d'ici quelques semaines. Donc ces synergies continuent. Je dois dire que depuis la fusion des régions, la nouvelle région, on a aussi lancé des projets, y compris de l'autre côté de la région, si je puis dire, avec Grenoble, par exemple. Donc on a un peu quand même une vocation, même si on a ancré à Clermont-Ferrand, à initier des projets à l'échelle vraiment de la totalité de la région. Et du coup, c'est vrai qu'au-delà d'un président, d'un représentant d'une collectivité, il y a tous les échanges que l'on a lors de conseils d'administration, lors d'assemblées générales, qui enrichissent notre projet. C'était bien ça le pari initial. C'était que les collectivités nous aident à construire ce projet, que ce n'était pas uniquement l'université qui décidait de tout, ou la recherche, mais qu'on était en échange permanent. Et je dois dire que ce soit l'ancien président, que ce soit Jean-Pierre, ces échanges n'ont jamais cessé. Voilà, merci. Donc, nous allons laisser la parole à ce temps de conférence. Et donc j'ai grand plaisir et honneur d'accueillir dans nos locaux Daniel Béard,
qui, je ne sais pas s'il se présentera, je ne veux pas faire un panégyrique ou une présentation, un CV détaillé de son parcours, mais je dis on a une grande chance parce que voilà, c'est une personnalité qui finalement recoupe un peu tout ce que vous êtes, c'est-à-dire, alors certes c'est indiqué géographe, mais voilà, c'est pas quelqu'un qui s'enferme dans une lecture uniquement géographique des dynamiques, et puis surtout c'est quelqu'un qui s'intéresse à la fois aux villes, aux métropoles, et donc son statut de professeur à l'école d'urbanisme de Paris en témoigne. Il est l'auteur d'un atlas du Grand Paris, qui est assez connu chez les géographes, cet atlas du Grand Paris. Et donc, je ne sais pas s'il nous parlera de Paris, peut-être un peu, mais en tout cas, il a une réflexion très intéressante sur la métropolisation, les territoires, etc. Daniel Béard a aussi œuvré à côté de ses fonctions de chercheur, d'enseignant, comme consultant, avec cette coopérative importante en France, de conseil au territoire en particulier, qui s'appelle Acadie. Et par ailleurs, donc, il a beaucoup travaillé sur le terrain, dans les territoires, dans les régions, etc. Il est aussi l'auteur d'un ouvrage qui vient de paraître en 2021, qui s'appelle Faire région, faire France, qui peut inspirer les politiques régionales, réfléchit sur les SRADET, sur les schémas d'aménagement, etc., des régions. Et puis, on a eu l'occasion d'avoir un tout petit échange par rapport à la nouvelle action qui s'appelle Petite Ville de demain, dont vous avez peut-être entendu parler. Et à cette occasion, donc, j'ai appris que Daniel Béard était en plus un élu local, j'allais dire des ruralités, puisqu'il est élu sur la commune de Saint-Julien-Chapteuil, que peut-être certains connaissent parmi vous, en Haute-Loire. Et donc, voilà, il essaye d'avoir une vision qui va du Grand Paris jusqu'à la ruralité ou la proximité de la petite ville du Puy-en-Velay, que connaît bien Jean-Pierre. Voilà, et j'ai trouvé que c'était vraiment un parcours, il pouvait nous apporter une vision qui croise un peu tout ça, autour d'un thème sur le développement local, sur des enjeux de décentralisation, sur des enjeux de territoire. Et vraiment, je suis très, très heureux qu'il ait accepté d'intervenir pour ouvrir cette année et nous livrer ses réflexions, à la fois de scientifiques et puis d'hommes de terrain. Voilà, donc je vais lui laisser la parole. Merci à vous de m'avoir invité. Et puis, bon, voilà, j'ai essayé de vous intéresser à tous ces sujets, puisque ça vient d'être dit, j'ai une pratique à la fois extrêmement diversifiée, d'universitaire, de consultant et d'élu local, et que je travaille en effet sur à peu près tous les types de territoires, au moins en France, voire aussi un peu à l'étranger, puisque je travaille beaucoup sur la question de l'aménagement du territoire au Maroc, notamment aussi. Enfin, bon, voilà. Et donc, j'essaie de réfléchir un peu comment voilà, aborder la diversité de ces sujets en partant d'une question d'actualité, me semble-t-il, qui traverse un peu toutes ces approches. Et donc, voilà, j'ai intitulé cette conférence « Le tournant local en débat ». Pourquoi parler de tournant local ? Parce que, je ne sais pas, vous avez pu le constater, simplement, à la fois, si vous avez commencé à regarder la littérature, les chercheurs, etc., qui travaillent sur ces questions territoriales, ceux qui sont notamment assez connus dans les médias, etc., cette expression « le tournant local » vient de là. Je ne sais pas si ces noms-là vous disent quelque chose. Par exemple, Jean Viard, qui est un sociologue, qui est marseillais, mais qu'on entend beaucoup à la télé, à la radio, etc. Il a, depuis un moment, il parle de tournant local. Pierre Vels, Bruno Latour, dont vous avez sans doute entendu parler, parle aussi de tournant local. Et tout ça, parce que finalement, il y a au moins trois grandes questions d'actualité qui, depuis 3-4 ans, ont toutes conduit à mettre en avant cette question du local.
c'est d'une part la crise des Gilets jaunes, hein, où on a bien dit, hein, c'est la question de la proximité, hein, pourquoi les Gilets jaunes, alors on y reviendra, le tournant le local, c'est souvent en dessous et à côté. Hein, c'est en dessous, c'est la proximité par rapport au global, et à côté, c'est-à-dire tous les territoires qui ne sont pas métropolitains. Hein, donc les Gilets jaunes, ça a incarné ça. La crise sanitaire, hein, la crise sanitaire où vous avez tous entendu hein, les débats qui se sont posés sur la gestion. Alors d'une part sur la crise elle-même, hein, où certains ont dit ah ben attendez, la crise sanitaire c'est l'affaire des métropoles. Hein, c'est la contamination se fait beaucoup plus vite dans les métropoles et le reste des territoires est à l'abri. Et puis on a dit aussi la crise sanitaire, elle a été un moment de mise en avant des dysfonctionnements de l'action publique. Et avec hein, l'idée, ah ben si on était plus près, hein, si on avait été plus près, si on avait pu davantage confiance aux maires, etc., on aurait pu être plus efficace. Hein, donc là aussi, hein, tournant local. Et puis, plus globalement, je dirais plus durablement, si je puis dire, la crise climatique. Hein, la crise climatique qui conduit hein, à considérer que, assez paradoxalement, je vais y revenir, mais que cette crise globale nécessite une réponse d'abord local. Donc, vous voyez que au moins ces trois grands sujets politiques, mais au sens fort du terme politique d'actualité, ont conduit à mettre sur le devant de la scène la nécessité alors d'un tournant local au sens d'un virage hein, vers une approche plus localisée hein, de l'action collective. Alors, tournant local, c'est l'expression, je disais, plutôt des observateurs et des chercheurs. Hein, les acteurs, les médias utilisent plus le terme, j'y vais revenir, territoire, qui est quand même hein, Institut développement des territoires. Et donc, je me suis dit que c'est comme tout bête, hein, mais commençons par parler de ça, quoi, hein, ici, des territoires. Et vous avez remarqué combien, enfin, ce terme est partout présent. Hein, la France des territoires. La République des territoires, hein, assimilée à la proximité, hein, toujours. Alors, vous êtes jeune, mais voilà, pour moi, j'ai beau être géographe, le terme de territoire, c'est un terme de géographe, pas seulement. Hein, d'autres sciences, d'autres disciplines utilisent le terme de territoire, mais en tout cas, bon, voilà, nous, géographes, on l'utilise, mais c'est depuis 7-8 ans, je n'avais jamais autant entendu le mot territoire. C'était un mot, je dirais, d'une sphère experte. Vous voyez, ce n'était pas un mot du langage courant. Aujourd'hui, c'est devenu un mot du langage courant. Donc voilà, j'arrête sur cette introduction, mais c'est, vous voyez, l'arrière-fond de ce que je voudrais voir avec vous, c'est qu'est-ce qui se joue derrière ça, quoi. Pourquoi on parle de tournant local? Pourquoi on n'a jamais autant parlé de territoire? Pourquoi hein, ce terme sature l'espace médiatique et politique hein, et qu'est-ce qu'on peut penser de cette mise en avant du local et du territoire? Alors, j'ai commencé à le dire. La première chose, c'est que clairement, ça se situe, je dirais, dans un contexte qui est celui de la globalisation. C'est-à-dire que si on parle de territoire, si on parle de local, c'est par opposition à, ou en tout cas dans le contexte de la globalisation. C'est-à-dire que c'est bien parce qu'on est dans un changement de donne, hein, la globalisation hein, de la vie en société, je dirais, que du coup la question territoriale émerge. Et elle émerge, je dirais, comme l'antidote, la position vous voyez, en contrepoint de ce qui apparaît comme la façon de traiter la globalisation depuis un demi-siècle. Il me semble que le terme de local et le terme de territoire a une telle actualité en réaction à. C'est première thèse que je voudrais vous développer. En réaction à, et le sentiment général, c'est que finalement, comment collectivement la société, en particulier les sociétés françaises, a saisi la question de la globalisation, en tentant de s'y adapter depuis les années 60, et en tentant de s'y adapter en allant toujours vers le plus grand, quoi, dans une espèce de fuite en avant
pour suivre la globalisation des réalités socio-économiques, etc. Et donc, c'est cette logique d'adaptation et de fuite en avant qui est contestée par la mise en avant du territoire. Alors, fuite en avant, enfin, vous le voyez bien, on parlait des régions, hein, ne serait-ce que la création des régions dans les années 50 et 60, elle est pour vous, les régions, voilà, c'est un état de fait, hein, mais les régions, c'est récent hein, dans l'histoire politique française. Ça a été créé il y a un demi-siècle et ça a été créé clairement, on ne parlait pas de globalisation, mais pour suivre un processus. Le processus, c'est la dilatation, on va dire, des espaces de vie, des espaces fonctionnels, hein, aussi bien sociaux qu'économiques. Et donc, on a mis en avant les régions versus les départements, hein, comme une façon de se moderniser et d'être à la bonne échelle des phénomènes socio-économiques. L'intercommunalité a participé du même processus. Toutes les politiques d'aménagement du territoire depuis les années 60, hein, depuis un demi-siècle, vous connaissez au moins de nom hein, cet organisme qui a aujourd'hui disparu, mais qui a incarné l'aménagement du territoire en France, qui s'appelle la DATAR. En gros, la DATAR, qui s'appelait la DATAR, la DATAR, on peut très schématiquement dire que ça a été l'opérateur de la montée en taille hein, de l'action publique territoriale. Hein, donc les régions, l'intercommunalité, à un moment donné, hein, on peut dire à l'apothéose de la DATAR, fin des années 90, au début du siècle, hein, il y avait un directeur de la DATAR qui était assez célèbre, hein, qui s'appelait Jean-Louis Guigou, qui avait mis en avant la France des territoires, c'était la France de 6 régions. Hein. On faisait 6 grandes régions qui étaient les grands bassins versants. Hein. Et on montait, on avait les régions, les métropoles, et voilà, on avait l'organisation territoriale. Donc, et ça, je dirais que l'apothéose de ça, vous le savez, c'est 2015, les lois de 2015. Hein. Les lois de 2015 où on a, d'une part, fabriqué les nouvelles régions. Voilà, ici, on en est au cœur hein, de cette dilatation régionale. Et puis, on a généralisé l'intercommunalité et monté d'un cran l'intercommunalité, puisqu'en gros, il y avait des intercommunalités, beaucoup d'intercommunalités autour de 5000 habitants, ça a disparu, hein, le seuil à 10 000, etc. Enfin voilà, tout est remonté d'un cran. Et on voit bien que, du coup, ce à quoi on assiste depuis une dizaine d'années, c'est ce mouvement de réaction. C'est-à-dire, face à la globalisation, la réponse, c'est finalement de jouer en contre, si je puis dire. Il faut contrer ce processus de globalisation et le contrer, donc je disais tout à l'heure, soit à côté. Hein, les métropoles seraient l'incarnation de la globalisation et la France périphérique. Vous avez sans doute entendu cette expression hein, qui est issue d'un géographe, hein, Christophe Guilluy, mais qui a été ensuite, qui aujourd'hui... en 5-6 ans, c'est fascinant d'ailleurs de voir qu'au début, quand on disait France périphérique, on mettait des guillemets, on citait, etc. Aujourd'hui, vous regardez les journaux, il y a France périphérique, c'est dans le langage commun, il n'y a plus de guillemets, il n'y a plus rien. Quoi. C'est comme si c'était une expression qui allait de soi. Quoi, hein, bon. Donc la France périphérique, tout ce qui n'est pas dans les métropoles, qui serait à l'abri de la globalisation, et donc il faudrait reconnaître, mettre en avant comme voilà, les lieux de résistance altère hein, à la globalisation. Donc, à côté ou en dessous, et donc c'est cette mise en avant de la proximité, du local, hein, comme étant à l'écart de tout ça. Hein. Et donc, je ne reviens pas sur ce que je disais au début, mais voilà, la mise en avant du terme de la proximité avec les acteurs de la proximité. Regardez ce revirement, j'entendais encore hier, je crois, ou avant-hier, le discours du Premier ministre hein, à l'association France Urbaine, hein, qui expliquait que, en fait, il fallait aller dans ce nouveau processus de décentralisation et de déconcentration de l'État, et que, ce que vous avez déjà entendu, hein, le binôme aujourd'hui de référence pour l'action collective, c'était le maire et le préfet. Et il disait, ben oui, on a pendant 30 ans, l'État territorial, c'était l'État régional. Aujourd'hui, l'État territorial, c'est l'État départemental. Donc, vous voyez, je termine ce premier paysage là-dessus, parce que préfet, maire, on peut dire que quand je dis c'est à l'abri de la globalisation, c'est à l'écart, c'est en réaction,
si j'étais un peu polémique, je dirais le terme de réaction au sens premier du terme. C'est-à-dire c'est quasiment une posture réactionnaire, hein, ce qui se joue là. Le maire et le préfet, c'est l'incarnation de l'action collective de la Troisième République, vous voyez, du 19e siècle. Donc, on est en train de nous réinventer, hein, vous voyez, un modèle de référence par résistance, encore une fois, et on comprend pourquoi, hein, un processus qui est sans doute allé trop loin, mais un modèle de référence qui est un modèle historiquement très daté, hein, d'il y a plus d'1 siècle. Alors, du coup, deuxième thèse principale que je voudrais développer devant vous, c'est que ce mouvement en référence, il s'explique en réalité, en résistance, hein, à la globalisation, il s'explique en réalité parce que, de manière paradoxale, ce monde nous échappe. Et que cette mise en avant du local et de la proximité, c'est une façon, je vais le dire un peu trivialement, mais de se raccrocher aux branches, de retrouver des repères là où nos repères ont disparu. C'est-à-dire que le paradoxe, mais extrêmement classique, pourrait-on dire, dans la psychologie humaine, si je puis dire, c'est qu'on n'a jamais autant parlé de territoire aujourd'hui, parce que justement, on ne sait plus ce que c'est qu'un territoire. C'est-à-dire que, et je voudrais débattre de ça avec vous, hein, c'est-à-dire que je pense que si on prend une définition, alors vous allez me dire que vous dites ça au nom d'abord de quelle définition du territoire, je veux dire une définition basique, moins géographique que je dirais anthropologique d'une certaine manière, qui est le territoire, c'est la coïncidence physique, spatiale, entre un espace physique, une communauté humaine et un gouvernement de cette communauté, quoi, un mode d'action collective, hein, 3 couches, quoi, un espace, une communauté sociale et un mode d'action collective. Cette superposition sur un espace d'une communauté et de son mode d'action, hein, de son mode de gouvernement, c'est justement ça qui n'existe plus. Qui n'existe plus parce que je dirais que là où on a voulu, où on veut à tout prix se dire que le local est à l'écart du global, en réalité, ce qui se passe, et là c'est le géographe qui parle, c'est que le local est plus globalisé encore que le national, si je puis dire. C'est-à-dire que par pur effet mécanique de construction, géométrique, je dirais, c'est-à-dire plus le territoire que vous prenez est petit, physiquement, plus il est traversé par des flux, plus il est dépendant de l'extérieur. Donc plus il est traversé par des flux dépendants de l'extérieur, plus il est globalisé. Et c'est ça ce qui est assez le paradoxe, encore une fois, de la situation qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que la prise de conscience de la globalisation comme processus de déstabilisation des États, des échelles nationales, c'est aujourd'hui acquis. Alors, c'est acquis avec, du coup, un débat politique. C'est bien, c'est mal. Il faut revenir en arrière ou pas. Mais le fait que l'espace national n'est plus un espace global et qu'il est lui-même pris dans des mécanismes qui le dépassent, que ce soit les mécanismes climatiques, les mécanismes environnementaux, les mécanismes économiques ou sociétaux, tout le monde en est d'accord. Et du coup, après, on a des positions. On a, alors, sans faire de politique, mais je sais pas, on a un Montebourg qui dit un truc, un autre Macron qui dit autre chose, etc. Mais le point de départ, le constat, c'est ce qui change la donne, c'est la globalisation de l'espace national. Et le paradoxe, c'est que, alors que, si vous suivez ma thèse, le local est plus globalisé que le national, le débat sur la globalisation du local n'est pas aujourd'hui à l'ordre du jour, et au contraire, on fait comme si le local était à l'abri de la globalisation. Alors, 2-3 mots, mais juste pour évoquer cette globalisation du local, je vais reprendre l'expression d'un de mes collègues de la coopérative, là, donc nous sommes une coopérative d'universitaires ayant décidé de faire des choses en dehors de l'université collectivement. Donc à Cadiz, c'est ça. J'ai un de mes collègues qui s'appelle Martin Vanier, qui a utilisé une formule que je trouve extrêmement parlante, qui dit, en fait, la fin du territoire, c'est la fin des bassins de vie. C'est-à-dire que, vous savez, pour les géographes, pour les sociologues aussi, pour l'archétype de la représentation du rapport entre espace et société, c'est le bassin de vie. On cherche à identifier le bassin de vie. Il dit, aujourd'hui, on n'est plus dans des bassins, il n'y a plus que les canards qui sont dans des bassins. Aujourd'hui, on vit en archipel. Notre mode de vie, ce sont des archipels. C'est ça ce que je dis quand je dis le territoire est globalisé. C'est qu'on fonctionne en archipel dans le temps et dans l'espace. Et que du coup, là où on considère
que le local est à l'abri, je disais tout à l'heure, il est tout autant traversé que les autres par cette globalisation. Et quand je dis le local, c'est quels que soient les territoires, parce que le local est à l'abri ou le rural est à l'abri. On disait tout à l'heure que je suis élu en Haute-Loire, donc dans un des départements qui est catégorisé par certains comme un département de l'hyper-ruralité. Encore plus dans la ruralité, moins de 250 000 habitants, enfin bon, oui. L'idée que le global et la mobilité, c'est les autres, ça m'a frappé, ça a été pendant la crise, là, le premier confinement. Vous savez, ce qui a été paru partout dans les médias, les Parisiens débarquent. Les Parisiens débarquent à l'île de Ré, sur la côte basque, etc. Et donc les Parisiens se réfugient en dehors des métropoles. Moi, j'ai regardé les chiffres sur la Haute-Loire. Surprise. La Haute-Loire était un des 3 départements qui a accueilli le plus de Parisiens, avec Lyon et l'Ardèche. Aïe, 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 pourtant, ce n'est pas l'île de Ré. La Haute-Loire. Vous voyez, le climat au mois de mars en Haute-Loire, c'est bon. Il y avait encore de la neige. Heureusement, Orange a précisé, puisque ce sont des statistiques d'Orange, et Orange a précisé ces statistiques. Donc il y avait 15 000 personnes qui étaient venues se réfugier en Haute-Loire. D'accord ? Sur les 15 000, il y en a 10 000 dont l'abonnement était en Haute-Loire. Vous voyez ce que ça signifie ? Pour moi, c'est hautement significatif. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait comme si c'était que les Parisiens qui étaient mobiles, et en réalité, ce sont des altiligériens Haute-Loire, qui sont revenus en Haute-Loire, mais qui étaient en réalité domiciliés en Haute-Loire. Donc, vous voyez la force des représentations sur les globaux, c'est les autres, quoi. Non, les ruraux sont aussi globalisés, quoi. Et ils se sont aussi déplacés avec le confinement. Alors, oui, parce que quand je dis les flux, les interdépendances, le local est globalisé, c'est ça. C'est en fait ce qui caractérise la globalisation, je dirais, c'est le fait d'être intégré dans des flux qui les dépassent. Je viens là je vous cite comme ça des petites anecdotes je suis en train de travailler sur une commune voisine de la mienne, qui est une sous-préfecture de la Haute-Loire que vous devez plus ou moins connaître de nom certains, Yssingeaux. Vous voyez, Yssingeaux, solde migratoire. Ça, c'est juste pour les étudiants, là, pour que... Solde migratoire apparent, comme on dit, 100 personnes par an. Sur une commune, j'ai oublié de vous dire, c'est 7800 habitants, Yssingeaux. Bon, rien. Sauf que ce delta, 100 personnes par an, c'est de delta entre 500 tous les ans qui rentrent et 400 qui partent. C'est-à-dire, vous voyez, donc une sous-préfecture hyper rurale comme Yssingeaux est aussi pris dans des mouvements très forts de mobilité. 500 arrivées, 400 départs. Ce qui est très intéressant, je peux vous dire que le maire, depuis qu'on a vu ça ensemble, le maire, il est obsédé par ça. Qui sont les 400 partants tous les ans? Qui sont ces 400 partants? Je veux les connaître. Vous voyez, mais oui, parce que c'est complètement contre-intuitif. Vous voyez, je vais arrêter là-dessus. Mais du coup, pourquoi cette mise en avant de la France des territoires, de la proximité, etc. Parce que ce mouvement permanent, cette globalisation du local est complètement perturbatrice. Elle est complètement perturbatrice parce qu'elle déstabilise les repères de chacun d'entre nous. C'est-à-dire que là, je pense que ce qui est derrière cette façon de se raccrocher aux branches, c'est la remise en cause de ce qui est notre représentation individuelle et collective de notre rapport au territoire. Et notamment en France. Alors, il y a Bruno Latour, dans un des derniers papiers pour la Datar. Moi, je travaillais à ce moment-là, on avait travaillé avec un collectif de chercheurs sur France 2040 et on avait interviewé Bruno Latour. Et retrouvé, c'est un document des années 2010. Il a employé une phrase, une formule que je trouve remarquable. Il parle de la souffrance spatiale des Français. C'est-à-dire, la souffrance spatiale des Français, c'est ça, c'est la perte de repères territoriaux. C'est-à-dire qu'on est on est installé historiquement, la France des bassins de vie, dont je parlais tout à l'heure, la France des terroirs. C'est-à-dire, on est dans un pays où le « dis-moi où tu habites, je te dirai qui tu es » est extrêmement puissant.
C'est-à-dire le rapport au territoire fonde notre identité individuelle et collective. Et à partir du moment où, vous voyez, c'est ce lien structurel entre la société et le territoire qui se défait, parce que finalement, derrière l'archipel, c'est la géographie, mais du point de vue des individus, c'est la multi-appartenance, ce dont je suis en train de vous parler. Hein. Mes altiligériens qui étaient à Paris et qui reviennent, ils sont altiligériens, ils sont parisiens, j'en sais rien. Hein. Et donc, cette multi-appartenance, elle est à la fois assumée, choisie, et en même temps subie, d'une certaine manière. Subie au sens qu'elle déstabilise ce qui fonde, encore une fois, nos appartenances collectives. Et du coup, vous voyez, enfin, on a eu tendance à distinguer, je ne sais pas, il y a eu en 2019, par exemple, il y a un bouquin qui est sorti d'un journaliste anglais, tous les hommes politiques français s'en sont inspirés, en disant c'est ça la clé de lecture. C'est David Goodhart qui distingue les gens qui seraient les métropolitains ou les classes sociales supérieures qui seraient anywhere et les autres qui seraient somewhere. Et moi, je pense que c'est cette lecture-là qui est complètement fausse. C'est-à-dire qu'en fait, le risque, c'est qu'on soit tous nowhere, pour reprendre cette distinction. Vous voyez ? Et c'est ça qui est problématique dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et je vais arrêter les citations, mais est-ce que vous avez lu le bouquin de Pierre Rosanvallon qui vient de sortir ? Je vous invite à le lire, hein, qui s'appelle « La politique des épreuves ». Et en gros, il dit... Alors, ce qui me frustre toujours avec Pierre Rosanvallon, c'est que c'est extrêmement intelligent, mais il ne parle jamais du territoire. Mais c'est extrêmement inspirant pour le territoire. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'on est dans une société qui ne peut plus s'appréhender par les catégories statistiques, les catégories normatives, etc., quelles qu'elles soient. Et qu'en réalité, ce qui fonde nos identités collectives, c'est les épreuves que l'on vit ensemble, quoi. Alors, l'épreuve de la discrimination, hein, l'épreuve du mépris et l'épreuve de l'incertitude. Et moi, je pense que du point de vue du rapport au territoire, c'est complètement ça la question contemporaine. On est dans l'épreuve de l'incertitude de quel est notre rapport au territoire, d'où on est. Et du coup, vous voyez, alors je termine avec les citations, peut-être une dernière, c'est que du coup, qu'est-ce que c'est que le local ? Et je reprendrai une citation enfin, je n'ai plus la formule exacte, mais de Bruno Latour dans son dernier bouquin qui s'appelle « Où suis-je ?» Point d'interrogation, hein, qui est complètement révélatrice, cette interrogation de ce que je suis en train de vous dire là. Hein. Et Bruno Latour dit, en gros, le problème collectif qu'on a tous, c'est de considérer que ce qui nous est proche, ce n'est pas ce qui nous est proche géographiquement, c'est ce dont nous dépendons. Et nous dépendons autant de choses qui sont à l'autre bout du monde que de ce qui nous est immédiatement voisin. Et du coup, hein, et que la capacité à agir collectivement, elle repose sur cette capacité à analyser ce dont nous dépendons, ce dont nous sommes proches, non pas géographiquement, mais par les liens d'interdépendance. Bon, ça c'est Bruno Latour. Transposer ça au territoire, quoi. Vous voyez ? Je pense que, voilà, on est dans cette situation-là et que du coup, par rapport à ce que je disais au début, la question du tournant local, la question des territoires, c'est que le paradoxe, c'est qu'on fait comme si les territoires préexistaient, que c'est un donné, hein, et qu'il s'agit simplement de le révéler, hein, de le prendre en compte. Tout le discours des hommes politiques, hein, par exemple, sans du tout entrer dans le débat sur les présidentielles, mais quand Xavier Bertrand dit mon slogan pour la campagne, ça va être faire reconnaître la République des territoires. C'est bien ça, c'est faire reconnaître une réalité qui serait là comme un donné historique. Alors que ce que je suis en train de vous dire, c'est que, oui, la question territoriale est une question centrale, mais c'est une question au sens d'un problème. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut construire ensemble. C'est-à-dire, le territoire n'existe pas, il faut l'inventer, quoi. Il faut l'inventer, et donc la question, c'est la question de cette construction collective, c'est-à-dire à quelles conditions, si je reprends la formule de Bruno Latour, hein, à quelles conditions, dans une société dans laquelle les interdépendances à toutes les échelles sont plus fortes que les interdépendances de proximité, de voisinage, géographique, à quelles conditions on peut faire territoire. C'est-à-dire, on peut construire du commun sur une échelle qui est l'échelle du local. Et pour moi, c'est ça le tournant local. Alors, cette question-là, du coup, je pense qu'elle interroge
toute une série de registres de l'action collective ou de questions ou d'enjeux autour du territoire. Je voudrais simplement en évoquer deux devant vous pour ne pas être trop long. C'est un, la question des inégalités, et deux, la question, je dirais, de l'organisation politique, quoi, de la décentralisation, de l'organisation des pouvoirs locaux. La question des inégalités. Ce brouillage des cartes, au sens strict du terme, que je viens d'évoquer, il induit une perte totale de repères sur la hiérarchie des territoires, les inégalités territoriales. Et on ne sait plus qui décroche, qui est le pauvre de qui, quoi, hein. Et donc, on voit bien que ce à quoi on assiste depuis une dizaine d'années, là aussi, c'est une perte totale de repères pour, j'y reviendrai, pour fonder les politiques publiques, mais même avant ça, pour se représenter les écarts sociaux dans l'espace. Et du coup, ça donne, ce qu'on entend depuis une dizaine d'années, c'est moi ce que j'appelle la concurrence des plaintes. C'est moi qui suis le plus pauvre, quoi. Alors, un coup, c'est les banlieues, un coup, c'est le rural, un coup, c'est les villes moyennes, on ne sait plus. On ne sait plus parce qu'en effet, il n'y a plus d'indicateurs qui permettent de manière objective de dire, voilà, aujourd'hui, la pauvreté, elle est là. Vous le savez, par exemple, si on prend la pauvreté au sens du revenu médian, de l'écart au revenu médian, ben oui, il y a évidemment, mais de très loin, beaucoup plus de pauvres dans les villes, et dans les grandes villes et dans les centres des grandes villes. Mais en valeur relative, il y a souvent, pas toujours, mais souvent, plus de pauvres dans les territoires ruraux. Donc rien que ça, pauvreté en valeur absolue, pauvreté en valeur relative, ça brouille complètement les cartes. Et du coup, il me semble qu'au-delà de ça, ce qui fait problème, c'est que nos catégories pour saisir le territoire sont obsolètes. C'est ça ce que je voudrais illustrer en traitant de la question des inégalités territoriales. C'est qu'en réalité, pour regarder les inégalités, qu'est-ce qu'on prend ? On prend les catégories. On prend urbain, rural, ville moyenne, grande ville, périurbain. Enfin, vous les connaissez tous, ces catégories. Or, ce qu'on voit aujourd'hui très bien, c'est que la question des inégalités traverse ces catégories. Il y a des villes riches, il y a des grandes villes riches, d'autres plus pauvres, etc. Et qu'en gros, et pareil sur le rural, et qu'en gros, je dirais qu'il y a deux dynamiques qui viennent comme ça faire imploser les catégories classiques de représentation du territoire. La première, c'est la dynamique géographique. Vous savez, c'est que depuis 15-20 ans, aujourd'hui, ce qui prédomine, je disais tout à l'heure, c'est les mobilités. Et dans les mobilités, c'est plutôt les mobilités résidentielles. Et qu'est-ce que font les gens ? Ils déménagent là où c'est plus agréable de vivre, où ils pensent que c'est plus agréable de vivre. Et donc ça fait une géographie inversée par rapport à la France historique industrielle. C'est la France de l'Ouest qui gagne et la France de l'Est qui perd, quelles que soient les catégories de territoire. Et ça, on a beau le dire, le montrer à tort et à travers par des cartes dans tous les sens. Voilà, quand vous regardez les médias, vous avez toujours les banlieues versus le rural profond. Sauf que si vous regardez, je sais pas, la région Grand Est, la région Grand Est, ces grandes métropoles sont en perte de vitesse, même Strasbourg, ne parlons pas de Metz et Nancy, et ces villes moyennes comme Saint-Dizier ou, je sais pas, Bar-le-Duc sont en perte de vitesse, et le rural aussi. Par contre, qu'est-ce que ça veut dire de mettre dans la même catégorie Saint-Dizier et Bayonne, par exemple, ville moyenne. Il y en a une qui marche très très bien et l'autre qui a complètement décroché. Vous voyez ? Donc la première ligne de fracture, elle est géographique aujourd'hui. Et je dirais que la deuxième ligne de fracture, et qu'on voit, qui était déjà là, latente, mais qui vraiment prend énormément d'importance depuis le confinement, c'est pas l'exode urbain, c'est le critère de l'accessibilité des territoires. C'est-à-dire comment on peut, en fait, se fabriquer son archipel. Et donc, pour se fabriquer son archipel, vous voyez, archipel multiscalaire, si je puis dire, il faut que les territoires, les points reliés dans l'archipel, soient accessibles les uns aux autres. Et donc, ce qui est en train de se passer, c'est une fantastique recomposition de la carte de France autour de ce critère de l'accessibilité.
Mais recomposition de la carte, autant tout à l'heure, je disais, enfin il y a 30 secondes, hein, France de l'Est, France de l'Ouest, à une échelle macro-territoriale, si je puis dire, autant le critère de l'archipel, hein, de comment je fabrique enfin le critère de l'accessibilité, comment je fabrique mon archipel, c'est un critère qui fractalise les territoires, à toutes les échelles. Hein. Je ne vous ai pas amené de carte, mais donc moi je suis élu d'une commune de la Haute-Loire qui est à la limite entre la montagne et le bassin du Puy. 2 communautés de communes qui fusionnent il y a 5 ans, parce qu'elles sont toutes les 2 rurales, sans problème, enfin qui se considèrent comme étant homogènes, je dirais. Donc elles fusionnent, elles se rapprochent. Seul problème, c'est qu'aujourd'hui, la ligne de fracture, c'est la courbe de niveau des 1000 mètres. Parce que la neige ou pas la neige, l'accessibilité pour les migrations domicile-travail avec le bassin du Puy, etc. Donc, aujourd'hui, on est dans une intercommunalité où l'intérêt commun n'est plus évident à cause de ça. Et donc, vous voyez, c'est ce que j'appelle la fractalisation des territoires. Hein. Donc, on est devant cette question qui traverse tous les territoires, hein, qui est comment les mobilités, je dirais, sont à la fois ce qui intègre les territoires, ce qui fabrique les archipels, et ce qui disloque les territoires, hein, ce qui ne fait pas partie des archipels, des archipels. Et donc, pour moi, enfin, voilà, la question des mobilités est centrale pour aujourd'hui saisir comment fonctionnent les territoires et comment se disloquent les ordonnancements territoriaux, quels que soient les types de territoires. La Seine-Saint-Denis, parlons un peu du Grand Paris quand même, la Seine-Saint-Denis, la représentation collective, c'est que c'est un ghetto. Et avec la crise sanitaire, on en a rajouté, hein, la concentration de pauvres, etc. Et donc, on est dans cette espèce d'incompréhension de pourquoi les pouvoirs publics n'en font jamais assez et ne sont jamais à hauteur des problèmes sociaux ou sanitaires, etc. Sauf qu'il y a une explication qui est centrale à cette difficulté de l'action publique en Seine-Saint-Denis, qu'on occulte alors qu'on la connaît très bien. C'est que ce n'est pas un ghetto, la Seine-Saint-Denis. C'est un sas. C'est un territoire dont les gens partent et qui partent en permanence. C'est le territoire d'entrée dans le système métropolitain, et plus que dans le système métropolitain, je dirais dans l'espace français. Hein, c'est la concentration des migrations internationales. Et donc, avec des gens qui rentrent et qui sortent. Et donc, d'une certaine manière, les politiques sociales, les politiques d'insertion sont parfaitement efficaces en Seine-Saint-Denis. Le problème, c'est que c'est un puits sans fond. Et donc, c'est la mobilité qui fait le problème de la Seine-Saint-Denis. Ce n'est pas la ghettoisation. Or, dans l'imaginaire collectif, la Seine-Saint-Denis, c'est un ghetto. Je vous rappelle que le ghetto se définit par l'impossibilité d'en sortir. On en sort de la Seine-Saint-Denis. Et c'est ça le problème, c'est qu'on en sort. Je prends un exemple inverse. Parlons des régions. Je travaille beaucoup sur la région Occitanie. La région d'Occitanie, c'est la région qui accueille le plus de mobilité exogène de France. 60 000 nouveaux habitants par an. C'est énorme. La région Occitanie, les élus en sont très fiers, c'est la région qui crée le plus d'emplois en France, qui a le plus fort taux de création d'emplois en France. Mais, troisième indicateur, la région d'Occitanie, c'est la région qui est en train de rattraper la région Hauts-de-France par le taux de chômage. Quand vous discutez avec la présidente de région, elle vous dit « Mais oui, c'est parce qu'on n'est pas encore à hauteur, on ne fait pas assez encore d'efforts. » Non, c'est pas ça. Hein. Oui, on crée beaucoup d'emplois, mais pas assez encore. Non, c'est qu'en fait, quand on fait venir, enfin quand des gens viennent, quand on crée de l'emploi, en fait, on crée en même temps du chômage, si je puis dire. C'est-à-dire que la dynamique, c'est une dynamique d'attractivité de toutes les populations. Et que, du coup, plus la région Occitanie est attractive, plus elle est fragile. Vous voyez, c'est un paradoxe. Ce n'est pas simplement une question d'écart entre l'effort fait en termes de création d'emplois et la fragilité. Même les pauvres sont mobiles, excusez-moi de le dire comme ça, hein, de manière... je ne vais pas vous faire... Enfin, je vous ai donné la réponse, mais moi je fais toujours la devinette à mes étudiants. Quel est le département de France où il y a le plus de bénéficiaires, comme on dit, enfin l'expression est horrible, du RSA, par exemple? C'est en Occitanie, hein, c'est les Pyrénées-Orientales et le Gard. La réponse classique des étudiants, c'est Seine-Saint-Denis et Nord ou Pas-de-Calais, quoi.
voyez, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort parce qu'ils viennent du Nord et du Pas-de-Calais et de la Seine-Saint-Denis, mais ils vont dans les Pyrénées-Orientales et dans le Gard. Donc, vous voyez, le processus de construction des inégalités territoriales aujourd'hui, il tient fondamentalement à cette dynamique d'intégration et de dislocation des organisations territoriales par les mobilités. Et du coup, je terminerai là-dessus, sur cette question des inégalités, mais du coup, on est en train d'assister, face à ce constat qui est extrêmement complexe, qui brouille complètement notre façon d'agir, on est en train d'assister à une révolution dans l'action publique territoriale. La révolution, c'est que depuis, là encore, au moins 50 ans, mais de manière particulièrement vive depuis, je dirais, depuis les années 80, depuis la décentralisation, l'action publique territoriale de réduction des inégalités, elle fonctionnait sur un modèle très simple, c'est le ciblage, ce qu'on a appelé la discrimination positive territoriale. Les banlieues, la politique de la ville, et le rural, les ZRR, hein, zones de revitalisation rurale, etc. En gros, on bricolait avec ça. Bon. Et là, je ne sais pas si vous l'avez observé, mais vous en parliez, hein, c'est que ce dispositif-là perdure, mais vivote, et aujourd'hui, on a arrêté de cibler. On a arrêté de cibler parce qu'on ne sait pas qui cibler face à ce brouillage des cartes. Et donc, depuis 2 ans, le gouvernement est en train de faire l'inverse du ciblage, c'est le saupoudrage tous azimuts. Donc, vous avez 1200 quartiers politiques de la ville, vous avez Action Cœur de Ville pour toutes les villes moyennes de France, hein, il y a 220 villes ciblées. C'est-à-dire, on fait plus du ciblage dans la catégorie, on prend toute la strate. Hein, toute la strate des Action Cœur de Ville, c'est toutes celles de plus de 20 000. Et puis, moins de 20 000, petites villes de demain, on a pris 1500 communes, petites villes de demain. C'est-à-dire qu'on a pris, là aussi, pratiquement toute la strate entre 2000 et 20 000. Et donc, avec la question que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire avec quel résultat? C'est-à-dire, évidemment, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a la semaine dernière le grand colloque annuel, la Action Cœur de Ville, et partout dans la presse, oui, ça marche, Action Cœur de Ville, parce que les premiers indicateurs nous montrent que 60 villes sur 200 ont gagné en attractivité résidentielle. Les bras m'en tombent. Bayonne, quoi, ce que je vous disais tout à l'heure. Heureusement que quand on prend les 200 villes moyennes françaises, il y en a 60 où l'attractivité résidentielle augmente, quoi, vous voyez. Mais le problème, ce n'est pas les 60, c'est les autres, quoi, vous voyez. Et donc, on est aujourd'hui, je dirais, dans une impuissance publique collective face à ce que je viens de décrire, quoi. C'est-à-dire, comment revisiter tous nos référentiels d'action collective, hein. C'est-à-dire, nos catégories, voilà, urbain, rural, etc., ne sont plus opérantes, quoi. Et comment on fait, quoi? Comment on travaille sur des catégories de trajectoire? Alors ça, à l'université, c'est facile à dire, mais comme élu local, c'est beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce que c'est qu'une catégorie de trajectoire? On pourra en parler. Je suis trop long. Je vais juste dire quelques mots sur la décentralisation, pour dire, enfin, sur l'action publique territoriale. C'est-à-dire que je pense que ce que je suis en train de dire là bouscule les 2 grands piliers de la conception des pouvoirs locaux en France. Le premier pilier, c'est le terme décentralisation. Si vous le décomposez, décentralisation. C'est-à-dire que la pensée de l'action locale, c'est une logique verticale, hein. On décentralise, on fait glisser de haut en bas, dans une logique verticale. Et qui plus est dans les territoires ruraux, hein, où dans les territoires ruraux, l'action publique locale, elle est complètement dépendante des niveaux supérieurs, hein. On fonctionne toujours dans le rapport à la Comcom, au département, à la région. Je pense qu'aujourd'hui, c'est tout ce que je viens de vous dire, hein, sur les interdépendances territoriales renvoie à un autre enjeu, qui est l'enjeu de l'horizontalisation de l'action publique. C'est-à-dire que la question de l'action publique, ce n'est pas d'aller chercher des subventions au niveau au-dessus, c'est de combiner, de maîtriser ces interdépendances territoriales dans lesquelles on est pris. Donc de fabriquer des alliances de complémentarité, de négocier je dirais, les ressources et les dépendances avec les territoires, pas nécessairement à proximité, mais avec lesquels on a des interdépendances, hein. Et la question de la transition écologique pose très clairement cette question-là. C'est-à-dire que la question des écosystèmes, c'est-à-dire que ce n'est plus une question, là encore,
hein. Je ne vais pas reprendre bassin archipel, quoi, mais les écosystèmes ne fonctionnent pas en bassin, hein. En tout cas des bassins très, très détendus, hein. Et donc, du coup, c'est ces interdépendances sur les ressources, sur les énergies, etc., qui posent la question de l'organisation territoriale. Et là, ça bouscule complètement les pouvoirs locaux, quoi. La question, fondamentalement, je n'ai pas le temps de vous développer, mais sur ce qu'on fait à Saint-Julien-Chapteuil, par exemple, on monte un tiers-lieu, et le tiers-lieu, ce n'est pas avec la Comcom qu'on le monte. C'est avec des ressources humaines qui sont en Ardèche, parce qu'il y a un autre petit tiers-lieu avec des gens qui sont hyper pointus sur l'infographie, etc., à Sainte-Eulalie, une commune de 200 habitants, hein, au nord de l'Ardèche, et avec la Cité du Design à Saint-Étienne, avec les métropolitains. Et du coup, le tiers-lieu de Saint-Julien-Chapteuil, en fait, c'est Saint-Étienne, Sainte-Eulalie, Saint-Julien. Vous voyez, c'est ça, aujourd'hui, l'action publique territoriale. C'est l'horizontalisation. Et puis, la deuxième question, c'est ce que j'appellerais la politisation de l'action locale. C'est-à-dire qu'on s'est évertué dans une logique très française, et puis parce que la décentralisation a été pensée dans les années 60, donc à penser la décentralisation comme un système de spécialisation des niveaux territoriaux, hein, la spécialisation des compétences. Hein. Ce qu'on comprend, hein, il ne faut jamais oublier que la décentralisation des années 80 en France, elle est pensée par Michel Rocard et le Club Jean Moulin dans les années 68. Donc au moment où le taylorisme, c'était comme ça que fonctionnait la société, l'industrie, l'entreprise, etc. Donc on a décalqué ce modèle-là et on a dit, toi tu fais les collèges, toi tu fais les lycées, etc. Et la loi NOTRe, hein, en 2015, c'est l'apothéose de ça, puisqu'on a supprimé la clause générale de compétences aux départements et aux régions. Sauf que c'est radicalement opposé à toute la question des enjeux. C'est-à-dire, quand je dis la globalisation du local, c'est aussi l'exigence de globalisation de l'action locale. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir peser sur toutes les interactions sectorielles, quoi. C'est-à-dire, l'histoire des tiers-lieux, par exemple, qu'est-ce que c'est? C'est de l'économique, c'est du social, c'est de la culture, c'est quoi? On ne sait plus, hein. La question, c'est l'hybridation. Et l'hybridation, nécessairement, ça fait de la redondance dans les rôles et dans les compétences. Mais regardez dans la vie de tous les jours. Dans une entreprise, on fonctionne, comme on dit, en mode projet, hein. Le management d'entreprise, c'est le mode projet, avec des équipes qui vont travailler sur des choses quasiment voisines, plus ou moins en coopétition, comme on dit. Dans la vie privée, on fonctionne aussi comme ça, hein. On ne fonctionne pas chacun spécialisé sur un truc très, très précis, etc. Donc le résultat, c'est qu'aujourd'hui, l'action publique territoriale est à bout de souffle avec ce modèle de la spécialisation des compétences. C'est que la question, c'est de retrouver, je dirais, un modèle de globalisation, et c'était le rapport, oui, ça avait été cité, donc j'ai fait très récemment le rapport Terranova, hein, sur après la décentralisation, pour proposer, voilà, d'abandonner, enfin la provocation, c'est de dire supprimons toute spécialisation des compétences, pour proposer aux acteurs territoriaux de négocier les compétences entre eux, quoi, de se mettre d'accord en fonction des projets et des programmes sur le qui fait quoi, et ne pas spécialiser a priori le qui fait quoi. Voilà, bon, je vais arrêter là-dessus pour qu'on ait un moment de débat encore. On pourra parler, je voulais aussi parler, mais c'était trop long, mais là on parle beaucoup de le thème, vous voyez bien, c'est la question de l'incertitude territorial dans lequel on vit, derrière la globalisation, c'est comment on gère l'incertitude. Comment on gère l'incertitude du point de vue des territoires, de ce que c'est que le local, de ce que c'est que le territoire. Mais l'incertitude, elle n'est pas que dans le rapport à l'espace, elle est dans le rapport au temps. Et l'action publique territoriale, c'est fondamentalement aussi cette façon de saisir le rapport entre temps court, temps long. Voilà, le bouquin qu'on vient de sortir sur la planification régionale pose cette question, et si vous voulez, on pourra échanger aussi sur cette question, c'est comment on a un peu je vais le dire en 2 mots pour terminer, mais on a le même rapport, vous voyez, de se raccrocher aux branches dans le rapport au temps. C'est-à-dire que la crise, on était parti, hein, sur une fuite en avant, je dirais, dans le temps court, hein. Aujourd'hui, l'action publique, les exigences des politiques, c'est l'instantanéité, hein. Et on a bien vu que la crise sanitaire a réévalué la question du temps long, hein. D'où, vous l'avez vu, la création d'un haut commissariat à la planification. Alors pour des urbanistes, etc., c'est voilà, hein, la planification, vous connaissez l'importance que ça a, hein, etc. Sauf qu'on repart comme si on pouvait planifier comme avant, quoi. Comme dans les 30 Glorieuses. Non, hein, le rapport au temps a changé. Et la question politique qu'il y a derrière le temps long est nouvelle et à traiter autrement. On pourra y revenir, quoi.
Voilà, quelques aperçus de ce que je voulais vous livrer comme mise en débat pour ce début d'année pour vous. Tout à l'heure, vous parliez de la globalisation de certains espaces ruraux et je n'ai pas bien saisi en quoi. Est-ce que vous auriez d'autres exemples à ajouter? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour monsieur. Vous dessinez un portrait des territoires avec, en gros, soumis à des flux. Mais du coup, moi, ça me questionne sur la pertinence d'aménager ou de gérer des territoires au milieu de ces flux incessants. On est à l'Institut d'Auvergne Développement des territoires, mais du coup, est-ce qu'ils n'ont pas des démarches en quelque sorte autonomes de développement? On voit que ces flux sont issus de personnes qui retournent au territoire à l'occasion d'un confinement ou autre. Hein. Mais du coup, quelle est la place de l'aménagement et de la gestion du territoire dans cette dynamique de flux? Et comment on peut trouver une nouvelle dynamique à cette gestion des territoires? J'imagine que c'est un peu l'ouverture souhaitée, mais... Merci. Tout à l'heure, vous parliez d'Yssingeau. Est-ce qu'il n'y a pas un côté aussi un petit peu marketing territorial en disant que, puisque pour moi, Yssingeau, je pense à l'école de pâtisserie, qui fait amener beaucoup d'étudiants et du coup qui aussi vend sur ce côté nature, sur ce côté rural. Et il y a ce côté un peu marketing de se dire, vous allez étudier la pâtisserie dans un lieu unique et dans un lieu de campagne. Peut-être on va laisser répondre à ces 3 questions. Je sais pas, encore une fois, la définition assez rudimentaire que je vous propose de globalisation des territoires locaux, c'est le fait d'être traversé par des flux, pris dans des interdépendances. On peut citer des tas d'exemples, hein, mais si on reste sur la crise sanitaire, là j'ai parlé du confinement, mais même la contamination, c'est assez extraordinaire comment on est revenu à l'occasion de la crise sanitaire, sur des modèles très ancestraux de peur de la ville. C'est dans la ville que la contamination se ferait, hein, parce que, par la densité, et à l'inverse, la campagne serait à l'abri. Ça, c'est une conception totalement fixiste, hein, c'est-à-dire, voilà, comme si les espaces étaient étanches les uns aux autres. Là encore, je ne vous ai pas montré de carte, mais allez sur le site du ministère de la Santé, avec les cartes qui vous donnent en semaine glissante des taux de contamination, taux d'incidence, excusez-moi, semaine par semaine, en semaine glissante, depuis l'année dernière. C'est un outil fascinant. Vous regardez, moi j'ai regardé la Haute-Loire, vous regardez la Haute-Loire semaine après semaine à l'automne 2020. Et qu'est-ce que vous voyez se dessiner? La RN 88, c'est l'axe Lyon-Saint-Étienne-Le Puy. Les communes, le taux d'incidence augmente progressivement en descendant Lyon, Saint-Étienne, Yssingeau, Le Puy. Et en fait, l'explication, c'est quoi? Là, pour le coup, ce n'est pas les Parisiens, ou les Algériens habitant à Paris. Ce sont les gens qui vont de Saint-Julien-Chapteuil chez Ikea à Saint-Étienne, les gens qui font du domicile-travail, etc., et qui ramènent avec eux... vous voyez, donc, voilà, c'est une façon de montrer que tous les territoires sont pris dans ces interdépendances. Vous voyez, alors même que notre représentation, c'est l'inverse. C'est ça qui est compliqué, quoi, je pense. Oui, vous voulez. C'était pour dire, parce que là, vous parlez du coup de flux de personnes, d'individus, mais j'aurais pensé aussi à une autre sorte de flux. Les flux d'informations, si on prend le fait qu'on est tous connectés, déjà, quand on crée un projet, on peut voir d'autres projets qu'ont fait d'autres personnes dans d'autres territoires et faire la même. Ça, c'est un type de flux d'informations. On a aussi une autre logique, c'est le fait qu'on est toujours, par exemple, au sein de l'Union européenne et que la logique des territoires, c'est quelque chose qui est pensé, notamment au niveau du local, qui est pensé à l'échelle européenne. Donc, en fait, on a beau le faire à l'échelle locale, on a la même pensée, la même logique à l'échelle au minimum de l'Union européenne. Donc c'est ça aussi, je pense, la globalisation qu'il y a derrière. Oui. Et du coup, pour vous répondre, en faisant le lien avec ce que vous venez de dire, c'est que je pense que la question des lieux n'a pas disparu.
C'est-à-dire que je pense qu'on est dans une nouvelle configuration du rapport entre les liens et les lieux. Je n'ai pas utilisé ce terme-là, mais voilà, je dirais ça. Et ce que vous avez dit sur l'école de la pâtisserie, etc., c'est ça, c'est qu'on joue sur les lieux. Et du coup, la question, c'est comment j'articule les deux dans une politique de développement. C'est-à-dire comment je fabrique du lieu à partir des liens, si je puis dire. Et on voit bien que, du coup, il y a des territoires pour lesquels c'est relativement évident parce qu'ils sont pris dans ce que je disais tout à l'heure, ces liens d'accessibilité, d'archipel, etc. Il y en a d'autres pour qui ces archipels sont beaucoup plus virtuels. Pour reprendre la Haute-Loire, je ne sais pas, vous avez la Haute-Loire, l'accessibilité, toutes les communes qui se développent aujourd'hui, la carte elle est hyper simple, c'est le Y, c'est la RN 102, le Puy Clermont-Ferrand, la RN 88, le Puy Saint-Étienne. Et les territoires qui sont à l'écart de ça ne gagnent pas de population ou d'emploi. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de capacité de développement, mais par les liens d'interconnexion. Quand on voit par exemple ce qui se passe du côté de la Margeride, je ne sais pas, à Saugues, etc., avec des gens qui repartent sur la fabrication de la laine, etc., et qui ne vendent que par Internet, pour reprendre ça, qui se sont spécialisés là-dessus, on voit bien que c'est par le lien qu'ils fabriquent du lieu, si je peux dire. On me fait signe que peut-être ça va être bientôt, mais je vous laisse la parole. Je ne sais plus, c'est... Allô? Oui, bonjour. Il y a deux personnes qui ont traité donc, les flux humains et les flux d'informations, mais qu'est-ce que vous en faites des flux de matière? Par exemple, les agriculteurs qui livrent des matières premières aux restaurateurs, mais quid des déchets qu'ils produisent? Parce que ça peut être aussi une autre type d'économie circulaire ou une autre économie qui peut se développer dans un territoire, en fait. Non, complètement. Je n'ai pas eu le temps, évidemment, de tout évoquer, mais je l'ai dit un petit peu sur les questions de transition et d'écosystème. L'économie circulaire, c'est une façon de relocaliser du lien, encore une fois. Donc, on voit bien que cette tension lien et lieu, je dirais, elle est consubstantielle au fonctionnement des territoires depuis toujours. Je dirais que ce qui se passe aujourd'hui, c'est un rééquilibrage des termes. Et que la prévalence des liens oblige à repenser les lieux autrement. En gros, si je résumais ce que je vous ai dit pendant une heure, c'est ça, quoi. Bonjour. Monsieur, vous avez parlé des territoires à l'échelle nationale en tant que France. Mais en tant que... Voilà, moi, je suis étrangère, je suis venue en France. C'est une attractivité internationale. Et en même temps, je suis investisseur ici en France. Et donc, par exemple, moi, je connais la région lyonnaise, investir à Lyon, investir en France. Et donc là aussi, il y a l'attractivité au niveau international. Donc, il y a parfois des régions où il y a même une stratégie pour attirer les investisseurs. Peut-être que ça existe dans des territoires plus que dans d'autres. Alors que ces territoires où ça n'existe pas, il suffit de faire une stratégie, je pense. Oui, simplement, c'est là, enfin, peut-être que les différences entre, on n'a pas trop abordé, mais ce thème métropole et autres espaces, etc., existent dans les représentations et les modes d'agir. C'est-à-dire que dans les grandes métropoles, vous citez Lyon, l'idée qu'une métropole, c'est un système ouvert, pour le dire comme ça, et que du coup, il faut aller chercher les différents termes de ce système ouvert, les différents composants de ce système ouvert, c'est une évidence dans les stratégies de développement métropolitaines. Mais dire que, en fait, ce passage de système, ce qui est le développement local, quand même, fondamentalement, a été pensé très longtemps comme plutôt circuit fermé, je dirais. Et passer d'une représentation circuit fermé à système ouvert, c'est pas fait partout, clairement. Vous voyez, c'est pas fait partout, et ça pose des questions complexes dans les mécanismes publics, parce que par exemple, tous les mécanismes de redistribution, de circulation de l'argent public, sont des mécanismes qui font comme si on était toujours en circuit fermé. Donc, voilà, si j'ai un plaidoyer aujourd'hui, mais dans le sens de ce que vous dites, c'est comment penser le développement territorial en système ouvert dans toutes ses composantes. Ah,
Mais ce n'est pas qu'un sujet de mémoire, c'est un sujet aussi c'est un sujet de mémoire en tant qu'universitaire, mais voilà, mais aussi c'est un sujet enfin, moi, dans mes activités de conseil, je vois ça partout. C'est extrêmement difficile de penser aujourd'hui. Enfin, on pourrait parler de ça. Moi, je travaille beaucoup là pour l'ANCT, etc., sur les CRTE, les contrats de relance et de transition écologique, là, qui couvrent toute la France. Donc, on dit transition écologique. Et je suis frappé sur la façon dont on pense la transition écologique. Enfin, avec deux limites qui font que ça devient très compliqué. C'est que, on le pense, ben voilà, territoire par territoire. C'est nous tout seuls qui allons pouvoir changer de modèle, et chaque territoire, voilà. Et deuxièmement, c'est le rapport au temps. Enfin, la transition écologique, je suis comme ça, je sais pas, je suis un territoire. Actuellement, je travaille sur le Périgord noir, quoi, touristique et en déficit résidentiel. Et ben demain, je veux un modèle plus vertueux, et donc c'est un modèle plus productif avec des gens qui s'installent. Mais comment je passe de l'un à l'autre? Le terme de transition, oui, c'est-à-dire, quel est le processus? Ça, moi, c'est une question de conduite du changement qui est aujourd'hui posée très fortement. C'est-à-dire qu'on sait tous dire ce que c'est qu'un modèle plus durable de développement territorial. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment on passe du modèle actuel au modèle suivant. C'est quoi les conditions de la transition et c'est quoi, du coup, le processus de transition? C'est plus comme avant, c'est plus simplement je classe. Je vois dans les contrats de transition écologique, alors ce que demande le préfet, c'est de classer les priorités. Mais ce n'est pas un problème de priorité, c'est un problème de levier. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire levier? Qu'est-ce qui va faire que j'enclenche un processus de bifurcation, par exemple? Oui. C'est-à-dire, au lieu de penser modèle A, modèle B, c'est les conditions de la bifurcation. C'est-à-dire que c'est parce que vous me dites mémoire universitaire que je vous réponds avec ma casquette de consultant, exprès. Pour vous. Voilà, la méthode de l'action publique est en train de changer. Enfin, nécessite de changer. Bien, ben voilà, ben merci beaucoup. On a quand même pu conserver un petit temps d'échange. Ben merci beaucoup Daniel Béard, merci beaucoup à vous et à vos réactions. Merci à vous. Et puis rien ne nous interdit d'échanger dans la rue encore 5 minutes en aparté. Merci beaucoup.